activités. Et alors, il faut m'autoriser à partager. Je pense que c'est vous qui gérez ça, hein? La technique là. Ceux qui gèrent la technique. Donc, autorisé à... Oui, elle est là, chez Aïcha. Bonsoir. Vous voyez mon écran? C'est bon? Voilà, merci beaucoup. On va parler donc de ce thème sur le guide des terrassements, des remblais et des couches de forme qu'on appelle communément le GTR. Quel changement majeur apporte la nouvelle version de 2023? C'est une version qui est récente, de mai 2023, qui a été diffusée récemment par le CEREMA. Alors, d'emblée, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, il y a de nouvelles normes qui sont produites aujourd'hui, notamment les normes européennes. Aujourd'hui, depuis quelques années, il y a les nouvelles normes européennes, que ce soit les Eurocodes, mais également que ce soit d'autres normes qui parlent, par exemple, des opérations de terrassement. Si je prends la norme européenne 16907, qui est spécifique aux opérations de terrassement, définit les opérations de terrassement comme justement un processus de génie civil qui permet donc de créer des ouvrages en terre avec une nouvelle nomenclature. Ensuite, le zonage qui propose quand même actuellement des définitions des zones de remblai, parce qu'un remblai peut être homogène, évidemment, c'est la plupart du cas ce qu'on peut rencontrer, mais un remblai peut aussi être hétérogène. Par exemple, on peut voir tout de suite ici, dans le cas général, les différentes zones donc, de remblai. Donc, si je prends la norme, comme je l'ai dit, NFEN 16907, cette norme va distinguer justement 6 parties d'ouvrage qui ont des fonctions distinctes, suivant quand même justement leur position. Par exemple, on peut voir ici la zone A. Cette zone A, vous voyez, c'est la zone qui est directement en contact avec justement le terrain naturel. Alors, cette zone A, vous pouvez la voir ici, elle peut jouer plusieurs rôles. C'est la base des remblais, mais qui peut jouer aussi un rôle de protection imperméable. Ça peut être une couche de purge, ou bien une couche de substitution. Ça peut être un matelas de répartition, ça peut être une couche drainante, une couche anticontaminante, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous la voyez ici, c'est la zone A. Alors, au-dessus de cette zone A, vous pouvez voir ce qu'on appelle la zone B. Alors, cette zone B qui constitue ici le noyau. En tout cas, c'est le noyau du remblai. Ça peut être aussi une couche imperméable, hein, parce que le GTR n'est pas seulement utilisé pour les routes, il va aussi être utilisé pour les travaux d'aménagement, tous les ouvrages en terre, par exemple. S'il s'agit des digues, en ce moment, ça peut être un noyau qui a pour rôle donc de rendre imperméable justement l'ouvrage en terre. De part et d'autre, vous voyez ce qu'on appelle les encagements ici. Les encagements, c'est les bords, hein, c'est les bords donc, de remblai qui vont jouer un rôle de talus. En tout cas, ça peut jouer un rôle extrêmement important sur la stabilité justement du talus et la protection justement du talus. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle ici une zone D, c'est la zone supérieure. Alors, dans cette zone, on mettra tout ce qui est partie supérieure des terrassements, tout ce qui est couche de forme, tout ce qui est couche de réglage, etc. Vous la voyez ici. Alors, si vous différenciez la couche de forme, elle est là, par exemple, on va l'appeler L, c'est la couche de forme, mais en tout cas, elle est intégrée à la zone supérieure.
Et au-dessus, vous avez S qui représente ici la structure, hein, ici, qui est en réalité la chaussée ou bien la voie ferrée, ou bien, en tout cas, la superstructure qui est posée justement au-dessus du remblai. Évidemment, donc, les zones A, B et C peuvent être indifférenciées. En ce moment, on parle ici à droite d'un remblai homogène. Donc, ça, c'est important de connaître le rôle joué exactement par chaque partie ici dans l'ouvrage. Alors, les règles, je vais prendre juste un élément pour les règles. Alors, les règles pour les opérations de terrassement, une des règles les plus importantes, c'est l'utilisation justement donc de documents de référence. Hein. Donc, ici, il n'y a pas de calcul mathématique d'habitude pour étudier justement ces opérations de terrassement. Il y a tout simplement ce qu'on appelle des règles de référence basées sur l'expérience, basées sur la recherche. À partir de ces règles, les ingénieurs sont appelés à faire ce qu'on appelle des adaptations, tenant compte forcément donc de leur expérience. Alors, un des documents justement de référence qu'utilisent les ingénieurs terrassiers, c'est ce qu'on appelle le guide des terrassements routiers. Alors, la première version donc, de ce guide a été rédigée en 1976. Ça s'appelait à l'époque RTR, Recommandation pour les terrassements routiers. En 2000, une nouvelle version était sortie qu'on a appelée Guide technique des remblais et des couches de forme. Et en 2023, il y a donc le guide des terrassements, des remblais et des couches de forme. Donc, vous voyez que, évidemment, ce document a subi un certain nombre d'évolutions tenant compte justement de l'évolution des techniques, tenant compte justement des retours d'expérience, tenant compte des expériences, tenant compte des résultats de la recherche, évidemment, pour, au fur et à mesure, essayer d'améliorer ce document. Elle était rédigée à l'époque par le CETRA-RCPC. Aujourd'hui, c'est rédigé par ce qu'on appelle l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité, IDRIM. Et ça a été édité justement par ce qu'on appelle le CEREMA. Donc, le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement dans le cadre d'une convention, justement, partenariale. Il y a un partenariat entre l'IDRIM et le CEREMA qui a assuré justement l'édition de ce document. Donc, c'est des normes françaises. Hein, donc, toutes ces institutions-là, ce sont des institutions françaises. Et ces documents rentrent tout le temps dans le cadre justement des normes françaises. Alors, quelles sont les évolutions? Donc, sur le plan du format, il n'y a pas de changement parce qu'il y a les deux fascicules. Hein, fascicule 1, principes généraux, fascicule 2, annexe technique. Donc, si vous vous souvenez aussi, donc, le GTR donc, 2020, c'était exactement dans ces deux aspects-là. Alors, ces deux fascicules, vous pouvez les télécharger hein, sur le site www.cerema.fr. Vous pouvez accéder gratuitement à ces documents. Alors, ceux qui ont des difficultés pour les télécharger également, ils peuvent me contacter comme ça. Je leur envoie directement donc, les deux fascicules en format PDF. Alors, donc le GTR de 2023, c'est en quelque sorte une révision des versions donc, de 1992 et de 2000. Donc, au début, en 1966, c'était des recommandations. Il y a eu les versions de 92, ensuite de 2000 qui constituent réellement ce qu'on appelle des guides. Alors, pourquoi toutes ces révisions-là? En tout cas, la dernière révision de 2023 vient justement accompagner l'application de la série de normes européennes. Aujourd'hui, il y a une série de normes européennes appelées terrassement. Donc, c'est la norme NFEN 16907, 1, 2, 3, 4, hein, il y a plusieurs numéros, en tout cas, qui sont sortis depuis 2018-2019 et que, donc, il faut accompagner ces séries de normes, de nouvelles normes européennes. Alors, le GTN de 2023 également intègre tout ce qui est complément issu des notes d'information et de recommandations publiées depuis 2000. Parce que depuis 2000, évidemment, les entreprises, les gens travaillent et qu'il y a eu des notes d'information. Donc, des notes d'information, il y a eu des recommandations
qui ne sont pas dans le GTL de 2000. Et donc, le GTL de 2023 vient en réalité mettre à jour donc, toutes ces informations-là dans cette nouvelle version. Exemple, il y a l'introduction d'une nouvelle classe de plateforme PF2QS. Donc, vous savez que dans le GTL de 2000, il y a la classe de portance PF2, dont le module varie entre 50 et 120 mégapascales. Mais l'expérience sur le terrain a montré que cette classe était trop vaste et qu'il y avait plusieurs possibilités donc, de variation à l'intérieur, ce qui fait que déjà les ingénieurs qui étaient sur le chantier avaient déjà fait un certain nombre de recommandations pour, en quelque sorte, éclater cette classe PF2, de plateforme PF2, en PF2 tout court, et PF2QS, c'est-à-dire PF2 avec une qualité supérieure. Donc, en tout cas, cette modification vient d'être rajoutée dans la version de 2023. Il y a aussi les modalités de conception et de réalisation des planches d'essai qui viennent ici enrichir encore la version de 2023 et les méthodologies justement de mesure de la portance des plateformes. Voilà en quelque sorte l'évolution, justement, les évolutions du GTR. Alors, quels sont maintenant les principaux changements? Parce que dans cette conférence, il s'agit tout simplement d'exposer les principaux changements. Il ne s'agira pas de détailler le GTR. On n'aura peut-être pas l'occasion. Ça, ce sera à l'occasion justement des cours ou bien d'autres séminaires, d'autres conférences qu'on puisse justement développer, entrer en détail. Là, on va tout simplement insister sur les principaux changements. De toute façon, si on s'accorde sur les principaux changements, ayant les documents, on peut tout le temps aussi entrer dans le fond pour mieux approfondir justement les informations. Donc, les principaux changements qui nous intéressent justement, nous, le premier changement, c'est quoi? C'est la mise à jour de la classification des sols, des roches et matériaux alternatifs selon la norme européenne. Donc, on sait tous que le premier élément qu'on retrouvait dans le GTR, c'était la classification GTR des sols. Et avec la sortie donc de la nouvelle norme européenne qui propose quand même la révision de la classification des sols pour les opérations de terrassement, donc évidemment le GTR va mettre à jour sa classification des sols, des roches et tout ce qui est matériaux alternatifs parce que évidemment ça va tenir compte donc des nouveaux matériaux, que ce soit les matériaux alternatifs, les matériaux recyclés. En tout cas, aujourd'hui, tous ces éléments-là vont être incorporés dans la nouvelle classification des sols et des roches. Donc, vous allez voir qu'il y a quelques modifications. En tout cas, il y a des modifications qui vont être opérées justement dans la classification GTR des sols par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, les sols A, B, C, D, les sols R, F. On va voir tout à l'heure que, évidemment, il y aura des changements. Deuxième changement majeur, c'est le dimensionnement des couches de forme granulaire et traitées visant l'obtention de plateformes PF2QS. On avait dit tout à l'heure que, évidemment, la PF2QS donc n'était pas dans la version de 2000. Donc, forcément, les couches de forme qui seront dimensionnées doivent être ajustées et cet ajustement se trouve justement dans cette version de 2023. Ensuite, il y aura des éléments complémentaires d'appréciation justement des cas de pattes supérieures de terrassement et des classes de races de terrassement, tenant compte justement de la nouvelle classification des sols. Il y a aussi la prise en compte de nouvelles technologies des compacteurs. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec la technologie qui avance, aujourd'hui, les compacteurs ont subi un certain nombre d'évolutions. Et on va voir comment, donc, encore ces nouvelles technologies-là, donc, de toute façon, le GTR a pris en compte justement l'amélioration justement des performances des compacteurs afin donc de mieux justifier justement le compactage des différentes couches sur le chantier. La mise à jour des recommandations d'utilisation des matériaux alternatifs, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi la révision des tableaux du fascicule 2. Donc, vous voyez que dans le fascicule 2, il y avait beaucoup de tableaux. Les tableaux qui donnent les conditions d'utilisation, par exemple, des matériaux en couche de forme, en remblai, en compactage.
Et puisque tous ces tableaux-là étaient basés justement sur la classification GTR, donc forcément, si la classification GTR change, ces tableaux également vont être changés. Et donc, ces tableaux vont être révisés justement dans le fascicule 2. Voilà justement les principaux changements qu'on peut retrouver dans le GTR. On va peut-être pas tous les détailler, mais en tout cas, les éléments les plus immédiats, on pourra les détailler tout à l'heure. Alors, comment le document est organisé? Un, c'est ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, le fascicule 1. Le fascicule 1, comme l'ancienne version, donne les principes généraux. Donc, ça présente, ça commande, ça justifie les principes sur lesquels repose l'ensemble du document. Donc, c'est extrêmement important donc, de connaître les principes sur lesquels se base tout ce qu'on fait, que ce soit la classification, les conditions d'utilisation en remblai en couche de forme. C'est extrêmement important, donc, la compréhension de ces principes généraux. Et après, vous allez voir que ça suit justement les 4 étapes dont on a parlé tout à l'heure. 1, c'est la classification GTR. 2, c'est les conditions d'utilisation en remblai. 3, c'est les conditions d'utilisation en couche de forme. Et 4, c'est les prescriptions pour le compactage des différents types de sols déjà classifiés suivant la classification GTR. Alors, le fascicule 2, c'est les 4 annexes. Il y a 4 annexes techniques, il y a 4 annexes au niveau donc du fascicule 2. Qui suivent également le même cheminement qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les premiers tableaux donnent, je crois, la classification des sols, des roches et des matériaux alternatifs. Ensuite, il y a les tableaux des conditions d'utilisation des matériaux en remblai. Ensuite, il y a les tableaux des conditions d'utilisation des matériaux en couche de forme. Ensuite, il y a les tableaux qui donnent les modalités de compactage. Alors, ces annexes techniques, d'habitude, les ingénieurs vont aller directement au niveau des annexes techniques. Parce que si les principes généraux sont compris et assimilés, donc en ce moment, les ingénieurs vont aller directement au niveau donc de ces tableaux, de ces annexes techniques, où ils vont trouver exactement tous les éléments techniques utiles à la définition et les études, à la définition donc des études de reconnaissance. Donc, vous les voyez ici. Donc, voilà, à gauche, vous avez le fascicule 1, principes généraux, et à droite, le fascicule 2, ce qu'on appelle les annexes techniques. Donc, vous avez les pages de garde. Donc, vous voyez nettement donc, le CEREMA Edition qui a édité et donc l'élaboration par l'IDRIM. Donc, vous voyez donc les deux fascicules là. Donc, il va falloir s'y habituer par rapport aux anciens, à la version de 2000 qu'on a l'habitude aussi d'utiliser à travers les cours. Alors, maintenant, un peu la démarche du GTR dans la conception des terrassements. Alors, une chose fondamentale à comprendre, c'est que la conception géotechnique d'un ouvrage en terre, en termes de stabilité, en termes de portance, de déformation, ne relève pas du GTR. Donc, il ne faut pas faire cette confusion-là. Certains le font. Ils pensent que la conception géotechnique, par exemple, d'un remblai relève du GTR. Non. Pour faire la conception géotechnique d'un ouvrage en terre, quel qu'il soit, il faut forcément faire des études géotechniques qui sont adaptées à chaque phase du projet. Selon la norme NFP 94-500, les différentes phases, G1, G2, G3, G4, G5, par exemple, donc il faut faire les études géotechniques adaptées à chaque phase. Si vous voulez étudier la stabilité, donc il y a des normes qui parlent de la stabilité des talus. Il faut utiliser, si vous voulez étudier la stabilité des fondations, il y a des normes sur les fondations. Donc, il va falloir utiliser les normes et les règles spécifiques, ça peut être les normes Eurocode ou toute autre norme applicable, en tout cas, pour étudier justement, pour justifier un ouvrage en terre. Donc, que fait maintenant le GTR? Donc, la démarche de conception développée dans le GTR concerne uniquement ou essentiellement le dimensionnement des plateformes des ouvrages en terre, c'est-à-dire partie supérieure de terrassement et couche de forme. Donc, le GTR ne va donner que des indications, pour gérer tout ce qui est partie supérieure des terrassements et couche de forme. Donc, d'ailleurs, il y a une norme qui est en cours pour le dimensionnement des ouvrages en terre, qui est en cours de rédaction actuellement. Donc, il ne faut pas faire justement cette confusion. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure, au début de la présentation, que ça vient accompagner
donc la norme ou bien les normes sur les terrassements, la norme NFEN 16907. Et justement, cette norme-là, qui était en conception depuis 2015, les enquêtes publiques réalisées en 2016, la norme publiée justement en 2019, d'ailleurs, il est prévu dans quelques jours, hein, à partir du 5 décembre, un réexamen donc, de cette norme-là. Alors, si on suit cette norme-là, alors la conception des terrassements va être un processus qui permet de transformer un terrain naturel en place, que ce soit sol ou roche, ou bien même des sous-produits ou des matériaux recyclés pour créer justement un ouvrage en terre. L'ouvrage en terre, soit un déblai, soit un remblai, mais qui répond aux spécifications justement de la conception, donc de la conception géotechnique. Alors, ce processus va inclure forcément la caractérisation des sols, que ce soit des sols, des roches, des matériaux alternatifs qui peuvent être utilisés, le choix de règles et d'équipements adaptés, par exemple pour l'excavation, en fonction donc du type de sol, forcément les engins pour faire l'excavation seront différents. Le transport, la mise en œuvre, le compactage, le contrôle, en tout cas, ça inclut tous ces éléments-là dans la conception justement des terrassements. Alors, forcément maintenant, le GTR va proposer les étapes, différentes étapes. Un, c'est l'établissement justement de la classification spécifique des matériaux, n'est-ce pas? L'énoncé donc de modalités de mise en œuvre propre à chaque classe de matériaux. Parce qu'une fois que le GTR te classe un matériau, il te dira quelles sont les conditions particulières de ce matériau-là. Et à partir de là, il va vous donner les modalités de mise en œuvre de ce matériau déjà classifié, suivant le GTR, comment vous allez l'utiliser, que ce soit en remblai, que ce soit en couche de forme. Et vous allez voir qu'à partir de là, ça va aussi dépendre des conditions météorologiques, de l'état hydrique également dans lequel se trouvent les matériaux. Ensuite, il va définir les modalités pratiques d'exécution du compactage. Parce que chaque matériau, en fonction de son état hydrique, en fonction de sa classification GTR, en fonction des conditions météorologiques, le GTR va te donner des recommandations pratiques pour l'exécution du compactage. Comment vous allez compacter ce matériau en fonction justement des conditions climatiques. Et donc, ici, en termes de vérification, en termes de contrôle, que ce soit en déblai ou bien que ce soit en remblai, on peut utiliser la méthode qu'on appelle la spécification de la méthode d'approche finale. C'est-à-dire qu'on a un déblai, on fait une identification géotechnique donc du matériau. Ensuite, le matériau va être valorisé en définissant les conditions d'utilisation. Ça, c'est une approche qu'on appelle spécification de la méthode d'approche finale. Comme pour les remblais, on parlera de spécification du produit fini parce que nous sommes en remblai. Donc, les remblais, on va définir les conditions de stabilité déjà parce que c'est un remblai. Donc, forcément, il faut définir dès le début, donc, qu'on appelle les conditions de stabilité et à partir de là maintenant, trouver des matériaux qui vont répondre justement aux spécifications. Donc, l'application des règles de compactage du GTR va permettre donc d'organiser les contrôles selon une démarche en fonction donc du type d'ouvrage et à partir de là, contrôler les paramètres de contrôle justement du compactage, notamment le paramètre Q/R sur lequel nous allons peut-être revenir tout à l'heure. Alors, oui, justement, les règles de compactage. Peut-être un mot sur les règles de compactage. J'ai dit tout à l'heure que le GTR va donner des règles de compactage. Mais d'où viennent ces règles de compactage? Ces règles de compactage, en réalité, découlent de nombreuses planches d'essai en situation contrôlée qui ont été réalisées. Et de retour d'expérience, quand même, avec des mesures in situ, parce que ces planches d'essai ont été instrumentalisées. Et en ce moment, il y a eu un suivi et des retours d'expérience avec des mesures in situ, mais également beaucoup de travaux de recherche
qui ont permis justement d'élaborer justement les règles que vous voyez dans le document. Maintenant, il faut savoir que même si vous utilisez ces documents, ce document, il peut toujours subsister un certain niveau d'incertitude. Et forcément, il faut les évaluer. Hein? Il y a des risques géotechniques qui peuvent encore subsister malgré l'utilisation donc de ces règles pour le compactage. Et ces incertitudes, forcément, doivent être réduites dans le cadre quand même d'une démarche d'analyse des risques et par la réalisation donc d'études géotechniques progressives et itératives. Donc, le fait de renforcer les études géotechniques permettra tout le temps donc en tout cas de lever les dernières les niveaux d'incertitude qui peuvent subsister malgré justement l'application de ces règles de compactage. Alors, le GTR également, la nouvelle version, on peut parler de l'optimisation, hein, justement des projets de terrassement. Alors, l'optimisation ici va concerner tout simplement le mouvement des terres. Les mouvements des terres, c'est à l'interne. Les ressources externes, c'est ce que vous allez exporter, ce que vous allez aller chercher dans les emprunts, mais aussi les contraintes environnementales et l'impact des conditions météorologiques sur les travaux envisagés. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout pour ne pas stocker des matériaux. On fait tout pour ne pas encore ouvrir d'autres carrières, etc. Tout ça, c'est dans un souci justement de protection de l'environnement, la question de l'environnement qui va tout le temps revenir, ce qui fait que donc les ingénieurs seront appelés à faire beaucoup d'optimisation, donc des projets de terrassement, parce que si vous stockez des matériaux à la fin du chantier que vous ne pouvez pas utiliser, ça pose encore des problèmes environnementaux. Si vous allez chercher d'autres matériaux également, ça va poser des problèmes environnementaux. Et cette optimisation, quand même, doit tenir compte de la faisabilité des travaux et de l'utilisation du matériel pour les réaliser, notamment les conditions météorologiques. Et donc, ce document également, on va le voir à la fin. Donc, on va apporter quelques informations qui permettent d'alimenter la réflexion. Donc, la réflexion sur le climat, sur les changements climatiques, forcément, c'est un débat. Peut-être le GTR n'a pas l'intention de le trancher tout de suite. Mais en tout cas, ça commence à intégrer pratiquement tous les documents pour prendre en compte justement cette question climatique. Donc, l'optimisation du mouvement des terres, si je prends simplement cet exemple-là, ça vise à valoriser et réduire quand même les matériaux du site. Je l'ai dit tout à l'heure, réduire au maximum l'empreinte environnementale en favorisant l'utilisation et le recyclage justement de matériaux alternatifs. C'est vrai que quand vous êtes dans des pays pauvres, cette question de recyclage peut vous poser des problèmes, mais si vous allez dans les pays développés, évidemment, c'est un réel problème. Donc, le recyclage des matériaux, réduire les distances de transport, équilibrer justement le mouvement des terres pour réduire la production d'excédents de chantier, parce que si vous avez des excédents de chantier, oui, problème environnemental. Quand vous avez aussi des apports en matériaux extérieurs, donc forcément, aller chercher, ouvrir des carrières, consommer du carburant, en tout cas, risque de pollution, risque de problèmes environnementaux. Donc, justement, l'optimisation du mouvement des terres, aujourd'hui, les ingénieurs terrassiers seront amenés à faire beaucoup d'optimisation des projets de traitement. Donc, ça nécessite, donc, pour gérer cette optimisation, forcément, il faut la caractérisation précise des matériaux et leur classification par rapport aux besoins du projet. Ensuite, il faut analyser beaucoup de solutions techniques et économiques capables d'être utilisées. Parce que d'emblée, on ne va plus jeter un matériau comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a en tout cas, dans notre conception habituelle, c'est un mauvais matériau, entre guillemets, on va le jeter. Donc, il va falloir faire beaucoup d'études d'analyse donc de solutions techniques et économiques pour pouvoir réutiliser les matériaux que vous avez enlevés, que ce soit en couche de forme, que ce soit en chaussée, que ce soit en voie ferrée, en fondation de bâtiments, etc., que ce soit en termes de comportement mécanique, d'entretien et de durabilité. Il y a aussi la détermination des traitements appropriés pour le réemploi, parce que justement, quel est donc le traitement approprié pour réemployer donc ce matériau, mais aussi la prise en compte des exigences techniques du terrassement et des processus d'assurance qualité applicables au projet et l'évaluation justement des risques géotechniques. Donc l'optimisation
va pousser tout simplement tous les acteurs à savoir qu'il n'y a plus un mauvais matériau. Le matériau que vous jugez mauvais, il va falloir essayer de lui trouver une solution donc pour valoriser justement ces matériaux. Alors, un mot sur les domaines d'application du GTR. Donc, le GTR, je l'ai dit tout à l'heure, c'est issu de l'expérience en conception et en réalisation des terrassements de nombreuses infrastructures routières, notamment en France, réalisées depuis les années 50. Depuis les années 50. Alors, il s'appuie forcément sur des règles de bonne pratique qui sont largement partagées par les entreprises. Et ça, la collaboration des entreprises, des bureaux d'études, des organismes de contrôle, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage publics ou privés, des chercheurs, de tout le monde est extrêmement important. C'est la synthèse de tout ça qui permet d'élaborer des documents. Donc, si nous aussi, nous voulons élaborer des documents tenant compte de nos réalités, il va falloir fédérer tous ces éléments-là pour pouvoir recueillir donc, toutes ces bonnes pratiques afin donc, de pouvoir les valoriser. Maintenant, depuis que, je l'ai dit, depuis que le GTR est né, le GTR initialement était destiné aux travaux routiers. Mais il y a eu l'élargissement du domaine d'application du GTR à d'autres domaines d'aménagement. Aujourd'hui, le GTR est utilisé en technique ferroviaire, en technique aéroportuaire, pour faire les canaux, pour faire les aménagements, que ce soit les aménagements hydro-agricoles, les aménagements de plateformes de bâtiments, les aménagements donc, de zones industrielles, de plateformes logistiques, les ouvrages en terre de protection contre les eaux, c'est les aménagements hydro-agricoles. Pratiquement, le GTR a largement dépassé son cadre initial et aujourd'hui est appliqué dans tous ces types d'ouvrages-là. En tout cas, aujourd'hui, il est applicable à tous les projets de terrassement en tenant compte de l'existence de règles spécifiques pour certains, donc, dans certains domaines donc, concernés. Mais tout document aussi a des limites. Donc, il y a des aspects essentiels qui limitent l'application du GTR. Premièrement, il faut savoir que c'est des règles de référence ou de recommandation. Ça ne reste que des règles de référence ou de recommandation. Donc, il faut que les géotechniciens évitent donc de prendre ces documents comme, voilà, comme en tout cas, des documents immuables. En tout cas, le géotechnicien doit apprécier les adaptations qu'il peut accepter selon les particularités de son chantier. Le géotechnicien peut trouver dans une zone particulière, dans un chantier particulier, dans un chantier particulier. Donc, en utilisant aussi tous ces documents-là, il va savoir qu'il a une responsabilité parce qu'il peut apprécier justement des adaptations. C'est des recommandations, c'est à lui d'ajuster certaines choses. Il peut retrouver un matériau qui n'est peut-être pas dans le GTR ou bien des conditions qui sont peut-être différentes. En ce moment, c'est aux géotechniciens, à partir de ces règles de référence, à partir de ces recommandations, donc, de faire donc, les adaptations nécessaires. Ces documents n'apportent de réponse que sur les questions relatives, je l'ai dit, aux modalités d'utilisation des matériaux en remblai et aux couches de forme, et que de nombreux autres points doivent être étudiés en parallèle. Par exemple, si tu as étudié les pentes des talus, le GTR ne va pas te dire, voilà, les pentes des talus, est-ce que les talus sont stables, etc. Il va falloir faire un calcul de stabilité. Il va falloir faire un calcul de stabilité en disant donc les normes, les règles de justification des talus, etc. Il faut savoir que aussi, en ce qui concerne justement le compactage, que les recommandations du GTR ne s'appliquent qu'aux remblais courants. Eh bien, ce qu'on appelle remblais courant, c'est quoi? C'est tous les remblais qui ont une hauteur inférieure à 15 mètres. Donc, tous les remblais qui ont une hauteur inférieure à 15 mètres, on les appelle donc les remblais courants. Donc, par opposition aux remblais de conception spécialisée. Donc, les remblais qui ont une hauteur supérieure à 15 mètres, attention, le GTR n'entre pas dans ça parce que ça devient un ouvrage d'art et donc doit être considéré, doit être calculé comme, en tout cas, doit être considéré comme on considère de façon spécifique justement les ouvrages d'art. Donc ça, c'est des limites il y a d'autres limites aussi, la sensibilité par exemple des matériaux au retrait gonflement, c'est pas un critère de classification des sols au sens du GTR 2023. Par exemple, nous on a des sols gonflants, par exemple à Diamniadio, etc.
Même en France, ils ont des sols gonflants. Et en tout cas, ce n'est pas un critère retenu ici donc, il faut se référer justement, si le risque en tout cas de retrait gonflement doit être étudié, donc il faut se référer à des règles donc, de conception géotechnique pour définir justement les dispositions constructives qui sont adaptées peut-être au sol gonflant. Et ça aussi, il y a des stratégies qui sont mises en œuvre qui pourraient venir justement compléter venir compléter le GTR. Donc voilà de façon ramassée donc la présentation justement de ce nouveau document. Peut-être maintenant sortir juste dans chaque partie, il y a 4 parties, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc dans chaque partie, je vais prendre juste un exemple donc avant de terminer. Donc je prends par exemple la classification GTR 2023. Alors, le GTR 2023, donc la classification spécifique est axée sur les conditions d'utilisation. Dans cette classification, les sols maintenant sont répartis en 5 classes. La classe F, pour dire fine soil, c'est les argiles et les limons. La classe I, intermediate soil, pour dire sol intermédiaire. La classe S, pour dire sand, c'est les sables. La classe G, gravel, c'est les graves. La classe VC signifie very coarse soil, c'est-à-dire les sols grossiers. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est que le GTR a abandonné maintenant les termes en français. Il va utiliser maintenant les termes et les symboles anglo-saxons pour se conformer justement à la norme européenne. Parce que dans la norme européenne, vous avez la classification, la nouvelle classification donc, de ces sols-là. Et donc, forcément, donc, le GTR va maintenant abandonner tous les sols de classe A, B, C, etc. Va maintenant revenir à des termes, justement, anglo-saxons. Et ça, c'est les sols. Si vous regardez par rapport à l'ancienne version, les sols, c'était les classes A, B, C, D. C'était les 4 qui représentent les sols. R, c'était les roches. F, c'était les sous-produits industriels. Ici, les sols, maintenant, ce n'est plus A, B, C, D. C'est quoi? C'est F, I, S, G et V, C. Fine soil, intermediate soil, sandy soil, gravelous soil, and very coarse soil. Dans la classification des roches naturelles et des roches en masse, il y a des roches naturelles. On va distinguer ce qu'on appelle les roches volcaniques et roches métamorphiques. Le GTR, maintenant, va distinguer les roches volcaniques et métamorphiques. Ensuite, il y a une définition des symboles, toujours issus des termes en anglais. Pour dire CH signifie choke. Donc, choke, ce qu'on appelle la craie, hein, en français. La craie, c'est un empilement de grains de calcite, CaCO3, hein, mais qui peuvent se retrouver dans un état tendre, hein, et qui peuvent être dissous en contact donc, de l'eau, etc. Li signifie limestone. Limestone signifie calcaire. Donc, Li maintenant signifie calcaire. Donc, calcaire, Li, limestone. Cl signifie clay. Clay, Cl. Sa signifie sandstone. Sandstone, ça signifie grès. C'est les grès. C'est ce que les Français appellent grès. CO, conglomerate, ça aussi, c'est le terme en français et en anglais. C'est la même chose. C'est conglomérat en anglais. En français, on parle de conglomérat. Donc, conglomérat et sandstone, c'est des roches détritiques. Hein. C'est comme les grès de Paki que vous avez ici, les grès de Paki-Toglou. Il y a des dépôts du Maastrichtien, donc des grès. CO, c'est les conglomérats, ceux qui ont fait peut-être le Sénégal oriental connaître donc ces types de roches-là. SR signifie salt rock, les roches salines. VO signifie volcanic rock. ME signifie métamorphique rock. Métamorphique rock. Donc voilà maintenant les nouveaux termes. Ce n'est plus R1, vous avez l'ancien nom R1, R2, R3, R1, etc. Maintenant c'est CH, LI, CL, SA, CO, SR, VO, ME. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Après, il y a les classifications des sols qui sont riches en matière organique, qu'on va noter O. Le GTR va proposer des matériaux naturels particuliers qu'on appelle AN et des matériaux anthropiques qu'on appelle AR et AM. On va donner les tableaux tout à l'heure, que vous puissiez le voir. Maintenant, les paramètres
ne vont peut-être pas changer parce qu'il y a les paramètres de nature. Vous vous souvenez, hein, la granularité, l'argilosité. Alors, le GTL, en termes de paramètres de nature, va se baser sur ses caractéristiques intrinsèques. Ce qui va changer peut-être, c'est les limites. Nous allons voir ici qu'il y a des limites qui vont changer. Par exemple, le tamis 80 micromètres qu'on avait l'habitude d'utiliser va passer maintenant au tamis 63 micromètres. Le Dmax qu'on avait l'habitude de fixer à 50 mm va passer maintenant à 63 mm. Alors, les paramètres de comportement mécanique, c'est toujours le Los Angeles, le micro de Waal et le coefficient de friabilité des sables, c'est les paramètres de comportement mécanique. Les paramètres d'état, vous vous souvenez aussi, c'est tout le temps la position de la tenue en eau naturelle, hein, par rapport à l'optimum proctor normal. Donc, le rapport entre la tenue en eau naturelle et l'optimum proctor normal, c'est le paramètre d'état le plus fiable pour caractériser ce qu'on appelle les états secs et les états très, très secs. Il y a aussi l'indice de consistance, n'est-ce pas, qui va permettre encore de caractériser les états très humides, moyennement humides, secs, très secs. Il y a aussi l'indice portant immédiat, qui est l'indice CBL immédiat mesuré sans surcharge, ni immersion sur une éprouvette de sol compactée à l'énergie proctor normale et à une teneur en eau définie. Hein? Donc, ce sont ces paramètres d'état encore qui vont continuer à être utilisés, peut-être avec quelques ajustements sur les limites. Donc, si je prends par exemple l'indice de plasticité en termes d'argilosité, on a ajouté ici une classe qu'on appelle les sols très argileux. Les sols très argileux qui sont ajoutés pour tenir compte justement des retours d'expérience. On le verra tout à l'heure dans le tableau synoptique. Mais quel que soit alpha, les paramètres de nature, c'est la granularité et l'argilosité. Et l'argilosité sera appréciée grâce à deux paramètres, l'indice de plasticité, légèrement modifié, et la valeur au bleu de méthylène. Et vous voyez que les seuils sont là, 0,1, 0,2, 1,5, 2,5, 6. Des sols qui ne sont pas argileux vers les sols les sols limoneux et les sols argileux. Donc, ce paramètre-là, la valeur au bleu de méthylène, qui va jouer un rôle extrêmement important ici, notamment au niveau donc du passant au tamis 63 micromètres, qui doit être inférieur ou égal à 10%. Ici, ce critère en ce moment, donc, trouve tout son sens parce que ça indique la quantité et la qualité, justement, des fines dans un mélange. Donc, si le sol est sableux, limoneux, en ce moment, c'est un paramètre extrêmement important. Par contre, si le sol est très argileux, effectivement, très argileux, l'indice de plasticité a des avantages parce que, en tout cas, on maîtrise très bien cet indice-là de plasticité. On a une longue expérience sur ce paramètre-là qui nous permet. De toute façon, les deux sont utilisés dans le GTR avec une légère préférence donc de la valeur au bleu de méthylène, par exemple, dans la version de 2023. Donc, en termes de comportement mécanique, ça, c'est le Los Angeles et le micro de Waal, mais aussi la fiabilité, donc des sables. Et en ce moment, vous avez aussi donc, les seuils 45 et 60 qui seront définis dans les tableaux qui nous permettront de faire la classification. Les paramètres d'état, ça aussi, vous voyez, l'état hydrique très humide, moyennement humide, sec, très sec, ça va rester également. On va tout le temps s'appuyer sur les paramètres d'état hydrique dont on a parlé tout à l'heure pour définir dans quel état hydrique se trouve le matériau. Donc, par rapport maintenant au changement, donc je vais vous lister ici les changements dans la classification GTR. Premier changement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le tamis 63 micromètres qui remplace le tamis 80 micromètres. Donc, pour parler de fines, le pourcentage de fines, ce n'est plus le passant au tamis 80 micromètres, mais le tamis 63 micromètres. Donc, il va falloir que les laboratoires s'ajustent en cherchant le tamis 63 micromètres. Le changement de Dmax, vous vous souvenez, le Dmax dans l'ancienne version, c'était 50 mm. Hein? Ici, maintenant, c'est 63 mm. La modification de la limite à 15% passant au tamis 63 micromètres au lieu de 12%. Vous vous souvenez, la limite de 12% était retenue initialement à 80 micromètres. Maintenant, on parle de 15%
au tamis 63 micromètres, au lieu de 12% au tamis 80 micromètres. Ensuite, il y a l'utilisation du coefficient d'uniformité dans le premier niveau de classement. Donc, la valeur au bleu de méthylène et le passant au tamis 2 mm également vont intervenir pour définir ici l'état hydrique et la sensibilité à l'eau des matériaux sableux et gras, voilà. Donc, le coefficient d'uniformité va encore être renforcé, la valeur au bleu de méthylène et le passant au tamis 2 mm également. Et l'autre changement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la définition des symboles issus des termes anglais, F, fine soil, I, intermediate soil, S, sandy soil, G, gravelly soil, VC, very coarse soil. Voilà ce qui va être utilisé. Et voilà maintenant le tableau. Hein. Je vous donne ici, en réalité, le tableau, mais en superposant la version de 2000 et la nouvelle version. Donc, tout ce qui est noir, c'est l'ancienne version, c'est la version du GTR de 2000. Et tout ce qui est rouge, vous allez voir, c'est la nouvelle classification. Donc, tout de suite, vous pouvez regarder donc, le lien entre la classification GTR 2000 et norme européenne, hein, parce que la nouvelle classification, c'est pour se caler à la norme européenne. Donc, vous allez voir ici, les sols, qu'est-ce qu'on avait dit dans l'ancienne version, c'est lorsque Dmax est inférieur ou égal à 50 mm. Mais maintenant, c'est 63 mm. Donc, Dmax doit être inférieur ou égal à 63 mm. Alors, donc, ici, l'autre partie des sols grossiers, hein, la limite, vous la voyez tout le temps. Ce n'est plus 50 mm, c'est 63 mm. Donc, au début, on parlait de... si vous regardez au niveau de l'axe, cet axe-là, vous avez le pourcentage de fine. Ça aussi, ça a changé parce que le pourcentage de fine, on l'appréciait au tamis 80 micromètres. Maintenant, c'est quoi? En rouge, c'est le tamis 63 micromètres. Alors, ici, vous avez l'axe des indices de plasticité. On avait 12, on avait 25 sur 22. Hein, ici, 25 va être remplacé par 22. Ici, en termes d'indice de plasticité. Donc, 25 va être remplacé par 22. 40, et on a ajouté ici 50, 55. Donc, les sols qui étaient là, donc 35%, 0%. Donc, ici, c'était 12. Maintenant, c'est 15%. Donc, on a 15%, 10% et 5%. Donc, ici, on parlait de sol A1, A2, A3, A4. Maintenant, ici, il s'agit de F1, F2, F3. Hein? Et ici, donc, c'était A2, A3. Ici, F3, F3. Parce que tout là, nous sommes dans F3. La limite a changé, 22. Alors, ici, quand on descend à un pourcentage de fine entre 0 et 35, si vous vous souvenez, c'était les sols B5, B6. D'ailleurs, les latérites étaient placés ici. Ici, on parle de I1 et de I2. Donc, c'est des sols intermédiaires. On l'appelle maintenant intermediate soil. Alors, si on descend en bas, donc, si vous voyez, hein, si vous regardez bien cet axe-là, l'indice de plasticité est parallèle à la valeur au bleu de méthylène. Vous voyez ici les seuils à la valeur au bleu de méthylène, VBS. De telle sorte que, hein, voilà, on peut utiliser l'un ou l'autre paramètre pour, voilà, faire cette classification-là. Donc, ici, maintenant, on descend en bas. Donc, c'est les S, c'est les sables et les graves. Donc, si vous regardez, c'est les anciennes B5, hein, B5, B1, B1, B3, D2, D1, D2. Maintenant, voilà, c'est les S3, S4. Par exemple, B5 devient S3, S4, ou bien G3, G4. Ça dépend si c'est des sables ou bien si c'est des graves. Alors, pourquoi sable? Comment apprécier sable et grave? Il faut regarder tout simplement la fraction entre 63 micromètres et 2 mm. Si la fraction entre 63 et 2 mm est supérieure à la fraction 2 mm, 63 mm, en ce moment, c'est des sables. Pourquoi? Parce que cette fraction 63 microns 2 mm, c'est-à-dire la fraction sableuse, est supérieure à la fraction graveleuse. Si c'est inférieur ou égal, donc vous allez voir que c'est des graves. Donc, toute cette bande-là, vous allez voir, c'est G. Et ici, toute cette bande-là, vous allez voir que c'est S. Pourquoi? Parce que c'est des sables. Pourquoi? Parce que la fraction 63 micromètres jusqu'à 2 mm, c'est-à-dire la fraction donc, de grains de diamètre compris entre 63 micromètres et 2 mm est supérieure à la fraction 2 mm, 63 mm. Donc, forcément, c'est des sables. Donc, toute cette bande-là, vous voyez sable. Sinon, si c'est inférieur, toute cette bande-là, vous allez voir, c'est des graves.
Ici également, même chose, supérieur, hein, si la fraction est supérieure à 2063, donc vous êtes dans des sables, et si c'est inférieur, vous êtes dans des graves, sable ou graves. Maintenant, tout est fonction, justement, de pourcentage de film, s'il s'agit de S3, S4, et du coefficient d'uniformité. Alors, si je prends les anciens matériaux avec des éléments grossiers, si vous vous souvenez, dans l'ancienne norme, c'était les classes C1, C2, par exemple. Maintenant, ça devient VC1, very coarse, c'est-à-dire c'est des matériaux avec des éléments grossiers importants, une fraction importante de matériaux grossiers. Ça peut être des matériaux roulés ou bien des matériaux anguleux très charpentés, donc avec une fraction 0,50 inférieure ou égale à 60 à 80%. Cela veut dire que la fraction 0,63 est inférieure à 60-80%. Maintenant, donc dans l'ancienne norme, c'était ça. C'est-à-dire la fraction 0,50. Mais dans la nouvelle norme, vous voyez que c'est la fraction 0,63 inférieure ou égale à 60. En ce moment, on parle de VC1. Si c'est supérieur, on parlera de VC2 maintenant. Donc voilà, au lieu de C2, C1, C2, on parlera de VC1 et de VC2. Donc, ici, c'est juste le tableau synoptique. Donc, vous voyez les classes maintenant. Donc, j'enlève, je vais enlever maintenant tous ces... Parce que là, je l'avais fait pour superposer, pour que vous puissiez voir justement les changements très rapidement. Maintenant, si j'enlève l'ancienne version et je mets tout simplement la nouvelle version, voilà. Donc, vous voyez que sol, Dmax inférieur à 63 mm, ou bien sol avec Dmax supérieur à 63 mm. Donc, vous voyez, 15, 35, 100. Ici, en termes d'indice de plasticité laissée, c'est 12, 22, 40, 55. Donc, on parle de F1, F2, F3, F4. Ici, I1, I2. Et là, c'est les sables et les graves. Donc, S4, S3. Donc, pourquoi? Parce que la fraction 0,063 et 2 mm est supérieure à la fraction 203. Je pense que ça, c'est clair maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre S3 et S4? C'est le CU, le coefficient d'uniformité. Donc, ici, la limite, c'est 6 pour distinguer S3, S4. Ici, G3, G4, S1, S2, G1, G2. Donc, qu'est-ce qui fera la limite entre les sables et les graves ici? Secondairement, du rapport entre ces deux fractions-là, c'est quoi? C'est le coefficient d'uniformité. Et vous retrouvez ici VC1 et VC2. Donc, voilà la nouvelle classification. En tout cas, vous le voyez ici. Donc, pour les roches, pour les matériaux rocheux, vous le voyez ici, calcaire, roche carbonatée. J'avais parlé de CH pour les craies, calcaire LI. Donc, les roches argileuses, telles que les marnes, les argilites, les pellites, c'est CL, les grès, c'est SA, sandstone, tout ce qui est brèche, pouding, conglomérat, c'est CO, parce que ça, c'est les roches siliceuses. SR, c'est les roches salines. VO, c'est les roches magmatiques, donc le basalte, tout ce qui est roches magmatiques. Et ME, c'est les roches métamorphiques. Donc, voyez là le tableau. Donc, alors, il y a aussi l'introduction donc de nouvelles, donc des matériaux naturels particuliers, des matériaux naturels qui peuvent être traités mécaniquement, qu'on appelle la classe AN. C'est comme les matériaux utilisés en remblai, en couche drainante, les roches concassées, sablés lavés, etc. Donc, c'est des matériaux naturels qui peuvent être traités mécaniquement. On peut les traiter. Donc, même la lithostabilisation va entrer dans ce groupe-là. Il va aussi introduire la classe AM. Donc, c'est les matériaux élaborés. Donc, y compris tout ce qui est matériaux fabriqués secondairement. Donc, tels que les cendres volantes, les laitiers, les granulats légers expansés. En ce moment, on va parler de AM. Donc, ensuite, il y a les matériaux recyclés, notamment les bétons concassés. Donc, les débris de briques, les débris de pneumatiques, les matériaux issus de l'arasement, donc, ou le fraisage, n'est-ce pas, routier, donc le recyclage d'anciennes routes, d'anciennes couches de roulement, d'anciennes couches de base, tout ce qui est ballast recyclé, tout cela, on le met dans la catégorie AR maintenant, les matériaux recyclés. Ce que je disais tout à l'heure, maintenant, on ne jette plus rien, on va essayer donc de recycler tout ce qu'on a. Même si on démolit une ancienne route, on va essayer donc de réutiliser les matériaux, donc forcément. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, vous le retrouvez ici dans les classes de sol organique, O1, O2, O3. Les matériaux naturels AN, qui sont ici avec trois
trois classes en fonction justement du type de matériau naturel particulier. Je vous donne ici au niveau de ce tableau les limites entre O1, O2, O3 en termes de pourcentage de matière organique. Donc ça, c'est la classe des sols organiques. Et là, vous avez ici tout ce qui est fraisard, la classe AR, hein, tout ce qui est matériaux de construction, de déconstruction, que ce soit des fraisards d'enrobés, que ce soit des bétons concassés, donc une maison qu'on démolit, donc les bétons, les éléments de béton peuvent être concassés et réutilisés comme granulats. En ce moment, ils seront classés ici dans la catégorie AR. Que ce soit des ballasts recyclés, les mâches-fer d'incinération des déchets non dangereux, les cendres volantes, c'est les AM, les laitiers, les sous-produits de fonderie, je l'ai dit. Donc, il y a plusieurs types de laitiers, hein, granulés, vitrifiés, etc. Tous ces éléments-là, ça n'a pas changé, on les connaît. Et donc, vous les retrouvez dans cette classification. C'est la classification justement des matériaux anthropiques. Après, maintenant, si vous allez dans les annexes techniques, vous vous souvenez de ces tableaux-là avec l'entête en jaune qui vous donne juste tous les types de sols. Par exemple, ça, c'est un exemple de tableau donc, qui donne sol fin F. Hein, l'ancienne classe A, maintenant, c'est la classe F avec F1, F2, F3, F4 et avec la classification selon l'état hydrique qui est là, F1TH, F1H, etc. Vous pouvez le retrouver ici. Donc, tous ces détails-là, vous pouvez maintenant aller directement au niveau des annexes techniques. Ça, c'est pour les roches volcaniques, par exemple, VO pour les basaltes, granit, et ME pour tout ce qui est roches métamorphiques, tout ce qui est gneiss, schiste, amphibolites, tout ça, les géologues savent bien que c'est des roches métamorphiques. Donc, ici, avec les sous-classes en fonction justement de la résistance, ici, vous pouvez le retrouver au niveau donc, de ces tableaux. Donc, il va falloir tout simplement se familiariser avec les tableaux. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un exemple pour illustrer la classification GTR. Maintenant, pour les conditions d'utilisation des remblais, donc ça également, voilà, les tableaux vont être réactualisés. Donc, si on retourne, par exemple, ici, vous voyez F2H. Donc, ici, il y a eu donc forcément des changements et les tableaux vont subir, voilà. Vous vous souvenez, c'est des tableaux maintenant avec l'entête qui est en couleur verte. Donc, vous voyez la couleur verte qui permet justement de reconnaître tout ce qui est condition d'utilisation en remblai. Donc, vous voyez que la condition essentielle, c'est la classification GTR. Donc, vous voyez ici, par exemple, un sol F1H, et il vous dira, le GTR vous dira quelles sont les conditions de réutilisation, en tout cas d'utilisation de ce matériau en remblai en fonction justement des conditions météorologiques, quelles sont les solutions qui s'offrent à l'ingénieur et quelles sont les recommandations en termes d'extraction, en termes d'action sur la granularité, en termes d'action sur la quantité d'eau, en termes de traitement, en termes de régalage, en termes de compactage, en termes de hauteur de remblai. Tout cela, vous allez pouvoir le retrouver justement dans la nouvelle version dont les tableaux ont été réactualisés. S'il s'agit maintenant des conditions de couche de forme, en ce moment, donc, ça n'a pas changé, hein, le rôle de la couche de forme, assurer la traficabilité, permettre le bon compactage, un bon nivellement, une bonne protection de la race de terrassement. Donc, vous allez voir que ici, avec les 4 actions, les 4 rubriques, G, W, T, S, qui n'ont pas changé, et il va falloir tout simplement aller retrouver, voilà, au niveau des tableaux, le GTR vous dira pour chaque classe de sol comment réutiliser donc ce sol en couche de forme. Peut-être on va parler tout à l'heure donc du compactage. Alors la classification des PST a été également réactualisée. Vous voyez ici, vous voyez que les sols ont changé pour prendre en compte la nouvelle classification donc des sols. Vous avez les classes de portance, d'arras, de terrassement, donc à long terme. Donc vous le retrouvez avec les 7 PST. La PST 0, PST 1, PST 2, PST 4, PST 5 et PST 6. Donc ça, c'est la classification des PST. C'est important de le combiner ici avec la race de terrassement. Parce que du coup, pour le PST à race de terrassement, dépendra de quoi? De l'épaisseur justement de la couche de forme. L'épaisseur de la couche de forme dépend essentiellement du coup pour le PST à race de terrassement. Après maintenant, il y a la potence à long terme. Et la potence à long terme, forcément, il va falloir introduire la nouvelle classe de potence PF2QS. Donc, vous voyez ce tableau-là?
Donc, PF1, PF2, maintenant, vous voyez que PF2, qui était entre 50 et 120, va être éclaté en PF2 tout court, entre 50 et 80, et en PF2 qualité supérieure, c'est-à-dire 80, donc 120. Donc, ça également, ça va être incorporé. Ça a été incorporé justement dans la nouvelle version. Donc, voilà, donc forcément, donc les critères de réception à court terme également, à l'achèvement justement des travaux de construction doivent reposer sur ce qu'on connaît, les mesures de portance avec l'essai à la plaque ou l'essai à la plaque, ou bien les mesures de déflexion à la poutre de Benkelman ou bien au déflectographe, et justement surtout au niveau donc la réception pour les couches traitées au liant hydraulique avec la mesure de déflexion après 28 jours. Alors, si vous avez des couches traitées au ciment, d'habitude, les essais à la plaque et à la plaque ne sont pas assez représentatifs. Mieux vaut aller vers les mesures justement de déflexion après 28 jours. Donc, vous voyez ici donc, les classes, je le reprends ici, PF, les différentes classes donc, de plateforme. Et que donc, les vérifications, normalement, quand 95% des points vérifient les critères, c'est bon. Alors, bon, pour des projets de moindre importance, on peut réduire à 90%. Voilà, de toute façon, ces critères ne sont pas trop normalisés. On adopte par précaution quand même des exigences un peu plus strictes pour garantir quand même un niveau de potence assez important, en tout cas plus sécuritaire. Alors, je termine maintenant par les règles de dimensionnement donc, de la couche de forme maintenant. Vous voyez que le dimensionnement de la couche de forme, ça c'est les règles sécuritaires d'épaisseur de la couche de forme. Alors, la plupart du temps, si les matériaux utilisés en couche de forme ne sont pas connus, les épaisseurs de la couche de forme vont être données au niveau de ce tableau. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, l'épaisseur de la couche de forme dépend du couple PST à race de terrassement. Par exemple, si vous êtes ici en AR1, avec PST2, alors, si vous mettez, donc, si votre objectif, c'est PF2, si votre objectif à long terme, je veux dire, pour le dimensionnement est PF2, donc il faut mettre 50 cm. Ça, c'est l'épaisseur, justement, de la couche de forme. C'est ce tableau-là qui va permettre de dimensionner la couche de forme. Si votre objectif, donc, c'est PF2 QS, vous mettez 75 cm. Si vous avez un couple PST3 AR1, donc les épaisseurs vont être réduites. Regarde ici, 40. Pourquoi? Parce que nous sommes en PST3. La PST3 a une qualité supérieure à la PST2. Donc, on réduit, on gagne en épaisseur. Ici, on est à 40. Ici, on est à 65. Donc, ici, vous avez AR2, PST3, PST4, PST5, PST6. Donc, AR3, PST5, PST6. Donc, vous avez la possibilité, donc, voilà, de pouvoir justement ajuster justement les épaisseurs, en tout cas de choisir l'épaisseur de la couche de forme, voilà, avec parfois des particularités, parce que si l'épaisseur est un peu grande en ce moment, il faut diviser ça en plusieurs couches. Donc ça, c'est un tableau qui vous permet d'avoir les épaisseurs justement des couches de forme en fonction justement de votre couple PST à race de terrassement et de votre objectif de portance à long terme. Voilà. Il y a aussi, tout le temps en prenant les règles d'optimisation, donc la possibilité, par exemple, si vous connaissez, par exemple, les performances les plus élevées peuvent être obtenues avec des épaisseurs moindres que celles présentées. Ça dépend justement de la nature du matériau que vous avez. Donc, si vous avez un matériau dont vous connaissez les performances qui sont quand même très élevées, en ce moment, vous avez la possibilité. Rien ne vous empêche de réduire les épaisseurs là. D'ailleurs, le GTR en prend compte. Ça, il vous donne ici en termes d'épaisseur minimale de couche de forme, toujours non traitée dans le cadre d'une optimisation. Donc, en fonction des couples, PST, etc., et en fonction de vos objectifs, ici, vous voyez que le tableau tout à l'heure vous donnait des épaisseurs plus élevées, 75, 100, 50, etc. Mais ici, il vous donne des épaisseurs réduites, c'est-à-dire des épaisseurs optimisées. Mais ça dépend justement de l'ingénieur. Si l'ingénieur a un nouveau matériau qu'il a bien sélectionné et qui voit que c'est un matériau qui a des performances très élevées, en ce moment, il peut réduire justement
C'est pourquoi je dis tout à l'heure que des performances plus élevées peuvent être obtenues avec des épaisseurs même moindres. En ce moment, le GTR ne fait que te donner des limites à ne pas dépasser. Donc ça, c'est des épaisseurs minimales. Après, maintenant, l'ingénieur peut ajuster. Dès lors que ça dépasse l'épaisseur minimale, l'ingénieur peut tout le temps ajuster donc les épaisseurs. Les épaisseurs. Alors, maintenant, quand il s'agit de matériaux traités, donc ça, c'est des matériaux traités à la chaux seule ou bien traités au liant hydraulique. Et là, en fonction de ça également, le GTR vous donne l'épaisseur de la couche de forme. Mais ça, c'est lorsque donc, le matériau est traité. Donc, c'est tout le temps le même cas, à partir de la classe d'Arras. Donc, pour les matériaux traités, on se base essentiellement sur l'Arras de terrassement, la classe d'Arras de terrassement, et l'objectif à long terme, c'est-à-dire la classe de portance qu'on veut, si c'est PF2, PF2QS, PF3, PF2, etc. Si vous remarquez bien, on a enlevé PF1. Parce que véritablement, PF1 ne s'apprête pas pour faire des routes de qualité, de bonne qualité. C'est pourquoi on l'a enlevé. Ici, au minimum, on doit avoir PF2, PF2QS, PF3 en ce moment. Donc, si vous avez des matériaux traités en fonction donc, de votre classe d'arras de terrassement, vous pouvez dimensionner ici. S'il s'agit d'une chaux seule, ou bien s'il s'agit de la chaux associée à d'autres liants hydrauliques. Parce qu'on peut mélanger deux liants hydrauliques, justement, pour améliorer un matériau. Et là, en ce moment, c'est en ce moment qu'on peut justement aller vers des classes de potence de PF4. Donc, si vous regardez bien ici, dans ces tableaux, vous n'allez pas voir PF4. Mais dès qu'on est dans des matériaux traités aux liants hydrauliques éventuellement associés avec d'autres liants comme la chaux, en ce moment, la classe PF4 commence à apparaître parce que vraiment, on se trouve dans des qualités de performance beaucoup plus élevées. Et enfin, vous allez voir en bleu les conditions d'utilisation de chaque couche maintenant en couche de forme. Et enfin, pour le compactage, c'est justement la dernière partie. Donc, on avait les objectifs parce que nous sommes en terrassement. Donc, remblai d'habitude, c'est qualité Q4 et couche de forme, c'est d'habitude qualité Q3. Et la référence, c'est l'optimum proctor normal. Et le compactage se fait grâce aux compacteurs que vous connaissez, c'est-à-dire les compacteurs à pneus, les rouleaux vibrants, les compacteurs à pied d'amain et donc justement les plaques. Et ici, le paramètre essentiel, c'est le paramètre Q sur S, en mètres cubes sur mètre carré, donc en mètres, et qui représente avec Q ici le volume de sol compacté pendant un temps donné, S la surface balayée, donc Q représente le rythme de production, S qui représente le rythme d'utilisation d'un compacteur, le nombre d'applications de la charge. On avait dit que c'était l'épaisseur réelle compactée sur le rapport Q sur S. Maintenant, ce nombre d'applications dépend du type de compacteur. En fonction du type de compacteur, on peut avoir un rapport entre le nombre d'applications de charge et le nombre de passes en fonction justement du type de compacteur. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a une évolution dans la technologie donc de vibration des différents types de compacteurs. Alors, la vibration circulaire, c'est ça qui a été utilisé depuis très longtemps. D'ailleurs, tous les GTR ont été élaborés tenant compte du type de compactage en vibration circulaire. Après, il y a les vibrations oscillantes qui ont vu le jour. Regardez l'impact en bas. Quand ça oscille, ça permet de toucher de part et d'autre, donc du sol compacté. Et après, il y a ce qu'on appelle les vibrations dirigées, en raison justement de son interaction avec justement le sol, qui donne beaucoup plus, donc, qui donne une multitude de possibilités, une meilleure amplitude, en tout cas, un meilleur compactage, n'est-ce pas, des sols, ce qui fait que donc, aujourd'hui, cet élément a été pris en compte dans le nouveau GTR. Pas directement, parce que tout le temps, les tableaux du GTR sont donnés en fonction de la vibration circulaire. Mais le GTR ouvre une porte. En fonction donc de l'autre type de compacteur, on peut même ajuster justement les épaisseurs qui sont données dans les tableaux. Donc, les règles de compactage dans ce guide ont été élaborées pour des compacteurs à vibration circulaire. Et si on le fait, d'habitude, si on utilise le GTR, les planches d'essai ne sont pas nécessaires. Les planches d'essai ne sont pas nécessaires. Mais puisqu'il y a évolution dans les engins de compactage,
Donc, le choix des types de compacteurs, d'habitude, on laisse ça à l'initiative. C'est les entreprises en fonction de l'équipement dont ils disposent. Ils peuvent proposer des compacteurs autres que vibration circulaire. En ce moment, c'est en ce moment où la planche d'essai est nécessaire. Et en ce moment, ça permet justement de définir les modalités de compactage spécifiques dans le cadre d'utilisation donc d'autres types de compacteurs et le mettre d'œuvre sur la base justement des résultats d'essais obtenus pour autoriser ces nouvelles prescriptions pour le matériau testé qui serait donc légèrement différent de ce qu'on retrouve justement dans le GTR. Et après, vous avez les tableaux qui sont comme ça. Et voilà, vous voyez que pour chaque énergie de compactage, code 2, code 3, code 1, vous vous souvenez, ces codes sont donnés en fonction des conditions d'utilisation du matériau. Vous vous souvenez, c'est le compactage au niveau des recommandations. Donc, il vous donne comment compacter. Il te dira, est-ce que tu feras un compactage léger, un compactage intense ou non. En ce moment, vous allez venir ici en fonction de votre QCS, votre type de compacteur que vous avez ici, votre épaisseur de couche, en déduire donc le nombre de passes avec possibilité justement d'ajuster si l'épaisseur ne correspond pas à l'épaisseur qui est là, ou bien si le compacteur ne correspond pas aux compacteurs qui sont là, qui sont des compacteurs ici à vibration circulaire. Donc le GTR permet maintenant l'ajustement. Bon, je ne vais pas trop détailler l'ajustement. Il y a des exemples que vous pouvez retrouver facilement dans le document, ou bien à travers d'autres occasions, on pourra donner justement des exemples, des cas pratiques pour tenir compte de l'évolution justement des technologies dans cette affaire-là. Donc, c'est juste un extrait qui vous permet donc pour un sol S1 en remblai, dont l'objectif c'est Q4, avec différents types de compacteurs, donc de pouvoir ici, en fonction de ça, déterminer forcément donc le débit pratique, le nombre de passes et donc faciliter la réalisation, le compactage donc justement de votre couche. Et vous trouvez autant d'exemples au niveau des annexes techniques, en tout cas dans le fascicule 1 et le fascicule 2, vous aurez donc des cas pratiques que vous pouvez étudier pour mieux appréhender ce qui se passe. Voilà, donc je vais conclure parce que avec la prière qui approche. Donc en conclusion, je dis tout simplement que de toutes les façons, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consacrés pour la préparation de ces normes d'exécution des terrassements. Je vous épargne l'historique au niveau de la Commission européenne donc, de normalisation. Depuis des décennies, tout ce qui a été fait jusqu'à la mise en place donc, des équipes techniques pendant des décennies pour faire ce travail-là. Mais ces normes également ne sont pas des normes fermées. C'est-à-dire que c'est des normes qui sont ouvertes aux pratiques nationales ou sectorielles. D'ailleurs, c'est des normes européennes qui ouvrent la porte à tous les pays qui ont des spécificités locales, des documents locaux, des normes locales, de pouvoir maintenant adapter ces réalités avec la nouvelle norme européenne tant qu'elles ne contredisent pas justement les normes européennes. Donc, c'est à nous de les utiliser intelligemment, au mieux pour assurer la qualité de nos travaux de terrassement et nos ouvrages en terre. Alors, en particulier, on peut aussi ces normes essayer de les améliorer pour prendre en compte quand même des matériaux locaux. Par exemple, tu viens au Sénégal, il y a des latérites, il y a des banques au coquillage, il y a d'autres matériaux qui peut-être ne se retrouvent pas dans le GTR. Donc, c'est à nous de voir comment adapter donc cela par rapport à nos réalités. J'ai parlé tout à l'heure des sols gonflants qui ne sont pas pris en compte. C'est à nous également de voir comment introduire tous ces éléments-là. Et j'ai dit tout à l'heure que le GTR ne te justifie pas, ne fait pas un calcul de justification des ouvrages en terre. Donc, il y a une nécessité de normes de justification actuelles des ouvrages en terre, de la même ordre, de la même série que pour les... Il y a des normes de justification des fondations, des soutènements, des ouvrages de sol renforcés. Donc, il y a nécessité aujourd'hui d'avoir une norme de justification des ouvrages en terre parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est basé essentiellement sur ces recommandations-là. D'ailleurs, en Europe, je sais que les Européens sont actuellement en train de travailler sur une norme donc pour pouvoir justifier les ouvrages en terre et pour justement compléter ce que le GTR apporte ici comme élément pour les opérations justement de terrassement.
Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le modérateur, je vous rends la parole. Merci beaucoup, professeur Ba. Je pense que tout le monde a pris bonne note. On vous dit vraiment un grand merci pour votre exposé très clair, limpide, très détaillé. Donc, preuve donc certainement de votre générosité et votre donc, esprit de partage. Je pense que on en a beaucoup tiré profit. Voilà, donc pour ne pas tirer en longueur, on va passer à la deuxième phase, donc qui concerne donc les débats. Voilà, donc ceux qui sont là, si vous avez des commentaires ou bien des questions, je pense que c'est l'occasion. Donc, professeur, je ne sais pas, est-ce que vous avez décidé qu'on prenne une petite pause prière ou bien on continue et à la fin, voilà, on se libère. Je ne sais pas, quel est le modèle qui vous convient? Oui, il y a une pause prière. La pause prière, hein, je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour la prière, après la prière, voilà. Poser toutes les questions. Voilà. Si Ndjouga Kamara est là, hein? Est-ce qu'on ne peut pas faire la prière en ligne? En ligne. Ah, mais il dit je demande au marabout. Est-ce que c'est possible de faire une prière en ligne? Il dit que c'est vous le marabout, hein? Donc je pense que non, c'est lui il faut répondre à la question, quoi. En tout cas, je lui ai donné une question de fiqh. Hein? Il faut répondre à ça. D'accord. Donc, on prend une pause prière. On prie. De combien de minutes? Hein? Combien de minutes? Maximum 10 minutes. Hein? Maximum 10 minutes. D'accord. Donc les amis, on se retrouve donc dans 10 minutes. Mais bon, je tiens juste à vous signaler que la vidéo d'enregistrement sera disponible dans la chaîne YouTube donc, du club. Vous pouvez le chercher à travers donc, Google pour trouver la chaîne YouTube. Donc si vous vous y abonnez, vous aurez l'intégralité de la vidéo. Le document également sera partagé. Hein? Voilà. Donc à tout à l'heure. Merci. Merci.